Chronique d'une ascension, petite histoire de l'alpinisme. Lionel Terré, le Fitzroy, 1952. « 1951, courant novembre, un avion militaire américain est abattu au large de Vladivostok. Les combats sont violents en cette deuxième année de la guerre de Corée, l'une des manifestations concrètes de cette guerre froide qui s'installe sur le monde pour près d'un demi-siècle. À milieu de ce contexte international chahuté, une expédition française commence. Elle délaisse les sommets de l'Himalaya, où la France était illustrée 2 ans plus tôt, en déflorant le premier 8000 de l'histoire. Cap sur les montagnes de Patagonie. Une petite équipe arrive à Buenos Aires en décembre, aux prémices de l'été austral, bien décidée à rejoindre la cordillère des Andes. On y trouve notamment Guido Magnone, Jacques Poincenot ou René Ferlé, de grands techniciens du rocher formés à l'école de Fontainebleau, ou encore Lionel Terré, alpiniste de talent, rentré de la première française à l'Annapurna 2 ans plus tôt. Dans l'Argentine de Perón, la joyeuse troupe prend le chemin du village d'El Chaltén, ou plutôt de ce qui deviendra près de 30 ans plus tard le village d'El Chaltén. À l'époque, seuls quelques estancias se partagent les plaines de Patagonie. C'est ainsi qu'ils font la connaissance d'Andreas Madsen, un émigré danois qui règne alors sur cette région proche de la frontière chilienne. Incontournables, ils doivent traverser son exploitation, non sans récolter ses recommandations sur les montagnes environnantes. Pour Madsen, c'est pactiser avec le diable que de s'aventurer au-delà d'une certaine limite. Quand ils évoquent le Fitzroy, le fermier ferme les yeux. « Vous ne passerez pas », s'écrie-t-il. Coïncidence ou malédiction, quelques jours plus tard, Jacques Poincenot est emporté par la crue de la rivière Fitzroy sous les yeux de Lionel Terré. Si certaines versions de l'aventure évoquent plutôt une altercation mortelle avec un fermier jaloux, le résultat est le même. Poincenot ne verra jamais les pentes du Fitzroy, encore moins celles de l'aiguille qui porte aujourd'hui son nom dans le massif. Après quelques jours d'approche, et durement affectés par la disparition d'un des leurs, les hommes installent leur camp de base près du Rio Blanco. Ils découvrent alors le temps épouvantable qui peut régner sur la Patagonie, même en plein été, notamment des vents terribles, frôlant les 200 km/h. En quelques jours, à la manière des lourdes expéditions himalayennes, ils installent plusieurs camps d'altitude. Les tentes rapportées de l'Annapurna ne font pas le poids face aux vents extrêmes qui balaient les sommets sud-américains. Ils doivent se résoudre à les planter dans des grottes creusées à même la neige. Le 31 janvier, le beau temps fait enfin son retour sur le monolithe de granit. Magnone et Terré sont prêts, depuis le dernier camp, à se lancer dans leur tentative vers le sommet. En une journée, ils ne parviennent à équiper qu'une petite partie de la voie. Le rocher du Fitzroy ne se laisse pas dompter si simplement. Il rentre au camp de base, découragé. Le lendemain, une nouvelle attaque les conduit à un bivouac improvisé. Le jour suivant, quand le mauvais temps vient s'ajouter aux difficultés de la paroi, l'expérimenté Terré pense à faire demi-tour. Mais Magnone ne veut rien entendre, et il parvient à convaincre son compagnon de cordée. Dans les dernières longueurs de la montée, ils sont hélas à court de matériel. Il manque un piton très fin. Magnone, en tête, enrage. Sans ce piton, ils ne peuvent aller plus loin, ils sont bons pour faire demi-tour. Encore faudra-t-il y parvenir.
Terré se souvient qu'ils ont utilisé une petite pièce de métal pour ouvrir une boîte de sardines au bivouac, l'espoir refait surface. Il le retrouve au fond de son sac. C'est un miracle. Grâce à ce petit bout de fer, l'accordé parvient à couvrir les dernières longueurs. Le 2 février, à 16h40, il foule les rochers du sommet, couronnant ainsi plusieurs longues semaines d'expédition. Pièce maîtresse de cette première ascension au Fitzroy, Lionel Terré ne va pas en rester là. Son rôle d'homme de l'ombre durant l'expédition à l'Annapurna en 50 va laisser place quelques années plus tard à celui de premier de cordée. En 1955, il est le premier homme avec Jean Cousy à gravir le Makalu, 5e plus haut sommet du monde, avec ses 8485 mètres. Magnon est aussi de la partie. Enfin, en 1962, il réalise la première ascension du Janu, 7710 mètres, dans l'est du Népal. 3 ans plus tard, sa carrière s'arrête. Il dévisse dans le Vercors, quelques semaines avant de fêter son 45e anniversaire. Il est enterré à Chamonix, capitale mondiale de l'alpinisme. Il était instructeur à l'école militaire de haute montagne. Il est l'auteur des Conquérants de l'inutile, son autobiographie, devenue un grand classique de la littérature de montagne. C'était Lionel Terré, le Fitzroy, 1952. Chronique d'une ascension, petite histoire de l'alpinisme.